Parfait. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Mon nom est Nathalie Côté. Alors, je serai avec vous toute la soirée pour animer le webinaire. Ce soir, on va parler de réduire le stress thermique par l'alimentation. Alors, avant de vous présenter officiellement notre conférencière, j'aimerais juste rappeler quelques consignes sur l'utilisation du Zoom, puisqu'on est en mode webinaire. Alors, je vais demander à Cyrine qu'elle répète les petites consignes au niveau technique. Oui, mais bonsoir à tous et merci encore d'être là. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'option webinaire, vous n'avez pas accès à votre caméra, c'est normal, et vos micros sont barrés. Donc, la seule façon de pouvoir ouvrir votre micro, c'est de lever la main. C'est l'icône qui est juste en bas de votre écran. Quand vous posez dessus, là, on pourra vous ouvrir votre micro. Mais par souci d'efficacité et de simplicité, on gardera les questions posées à l'oral à la fin du webinaire. Par contre, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez utiliser le Q&R. Donc, si jamais une question vous vient en tête, vous pouvez l'écrire tout de suite dans le Q&R qui est aussi en bas de votre écran et on y répondra à la fin. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez utiliser le chat ou la discussion qui est aussi en bas de votre écran. Puis, c'est ça. Fait que n'hésitez pas à remplir le Q&R ou à lever votre main à la fin pour la période des questions. Alors, merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter votre conférencière, qui sera Madame Elisabeth Lapage, agronome experte conseil en production bovine chez OptiBœuf. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai à vos côtés ainsi que Cyrine tout au long de la présentation. Alors, vous allez voir qu'en cours de présentation, on va faire appel à vos méninges pour répondre à quelques questions. Alors, quand vous soyez prêts quand cela arrivera. Juste avant de laisser la place à Elisabeth, j'aimerais vous rappeler que l'activité a été rendue possible grâce aux producteurs de bovins du Québec ainsi qu'au programme VBP+. Alors, à ce moment-ci, je vais arrêter le partage et je vais laisser Elisabeth prendre la pôle. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Elisabeth, ça va bien. OK, merci. Bon, super. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, Elisabeth Lepage, je suis experte conseil en production bovine chez OptiBœuf, donc ça me fait plaisir d'être là. Pour le plan de la conférence, en fait, là, ça va être vraiment un petit survol là, sur ce qui peut influencer, en fait, les stress thermiques chez nos animaux. Nous, on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur l'alimentation. Donc, on va commencer par faire des petits rappels là, des certaines productions de chaleur, en fait, des séquences et des différents postes de production de chaleur chez nos animaux. On va pouvoir voir aussi, désolé, la production de chaleur en fonction des ingrédients. Donc, selon l'ingrédient que l'animal va ingérer, il va avoir une production de chaleur différente. On va pouvoir aller les établir ensemble. Adapter l'alimentation aussi en fonction de la température et en fonction des saisons. Donc, on pourra aller voir quelques petites stratégies. Puis, en conclusion, là, des petites réflexions pour l'avenir. Donc, premièrement, une petite question pour vous. Selon vous, est-ce qu'un animal immobile dégage ou produit de la chaleur? En fait, pour moi, c'est un synonyme dans la question, ce n'est pas un choix de réponse. Donc, est-ce qu'un animal immobile produit quand même de la chaleur? Donc, je vous laisse répondre. Je rappelle à tout le monde, là, le sondage est anonyme, fait que sentez-vous bien à l'aise de répondre ce que vous voulez. Ouais, les résultats, Elisabeth. Super. Effectivement, un animal immobile va produire de la chaleur. On va aller voir en détail un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Donc, dans un petit peu. Et voilà. On va d'abord déterminer ce qu'est un stress thermique. Je pense que c'est important de le savoir. La définition, c'est un déséquilibre dans l'homéostasie des animaux. Donc, un stress thermique qui soit de chaleur ou de froid
Et vraiment, lorsque l'animal n'est plus capable par lui-même de réguler sa température. Donc, la production de chaleur, maintenant, va être divisée vraiment selon la littérature, là, divisée en 4 composantes. On a le métabolisme de base, la chaleur de digestion, la chaleur d'activité et le métabolisme de production. Donc, vous comprendrez que le métabolisme de base, c'est vraiment comme en lien avec la question que je vous ai posée. Le métabolisme de base est vraiment lié à simplement la respiration, la division des cellules de l'organisme qui n'est pas en mouvement, là, qui est seulement vivant. Chaleur de digestion, on va aller la définir. Chaleur d'activité aussi. Métabolisme de production, bien, vous comprendrez là, que dépendamment de ce que notre animal va produire, c'est sûr que, par exemple, la production de lait, de viande ou d'œufs, c'est vraiment un autre poste de production de chaleur qui est très, très, très important à considérer. Donc, la chaleur de digestion. La chaleur de digestion est la chaleur qui résulte de l'ingestion et de la digestion des aliments. Donc, le fait de l'ingérer, de digérer un aliment, l'animal va vraiment avoir une chaleur supplémentaire. Donc, cette composante-là va pouvoir être influencée par l'alimentation parce qu'on donne à manger à notre animal. On va aller voir en détail selon les ingrédients un petit peu plus loin. La chaleur d'activité, elle, c'est la chaleur qui est générée dans les muscles pendant l'activité physique. Donc là, vous imaginez des animaux au pâturage ou des animaux qui sont plus en bâtisse, on n'aura pas la même chaleur d'activité produite. Donc, cette composante-là va pouvoir être influencée aussi par la distribution et la disponibilité des aliments. Par rapport à la chaleur de digestion, il va y avoir quelques stratégies qui vont pouvoir être mises en place. Pour modifier, pour ajuster cette chaleur de digestion-là, il y a quelques petites stratégies dont on peut varier notre ratio concentré-fourrage. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin aussi. On peut ajouter du gras dans la ration. On peut ajouter de l'acide propionique. Et notre autre stratégie qu'on va détailler, c'est l'alimentation qui peut être adaptée en été versus en hiver. Maintenant, pour continuer, d'abord, j'aimerais vous poser la question suivante. Selon vous, quel ingrédient produit le moins de chaleur dans la liste suivante liée à la digestion? Donc, A, l'ensilage de maïs, B, le foin sec, C, les grains humides ou D, l'ensilage de foin. Donc, lequel de ces ingrédients-là va produire le moins de chaleur liée à la digestion, selon vous? OK, c'est vraiment intéressant. Donc, on a 42 qui ont choisi le foin sec, 39 les grains humides et 16 l'ensilage de foin. Donc, c'est assez partagé. Il y en a plusieurs parmi vous qui vont apprendre des choses. C'est super intéressant. Donc, voici la réponse. En fait, la production de chaleur en fonction des ingrédients. Les ingrédients qui vont produire le moins de chaleur liée à la digestion sont les grains cassés humides. Donc, en parallèle, là, vraiment, ceux qui vont en produire le plus, c'est vraiment l'ingrédient et c'est vraiment le foin sec qui n'est pas haché qui va produire le plus de chaleur liée à la digestion. Le pourquoi, en fait, c'est vous prenez le grain cassé humide, il est déjà humidifié, donc l'animal n'a pas besoin d'humidifier. Il est cassé, donc il est déjà travaillé. L'amidon puis les nutriments sont déjà disponibles. Puis déjà, le grain là, sous forme d'amidon, là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup moins, qui demande moins de travail dans le rumen pour la digestion qu'un foin sec. Donc, à l'inverse, le foin sec va dégager plus de chaleur parce qu'on doit l'humidifier, on doit détériorer la fibre pour vraiment aller chercher le nutriment. Ça prend vraiment un rumen qui est très en santé.
Donc, il y a beaucoup plus d'étapes, plus de travail à faire dans le rumen pour vraiment bien digérer un foin sec. C'est les raisons pour lesquelles, là, en gros, le foin sec va produire plus de chaleur que le grain cassé humide. Donc, vous avez entre les deux, là, à la minute qu'on humidifie, on réduit le travail à faire. Et quand on le hache aussi, on réduit le travail à faire. Donc, on produit moins de chaleur à ce moment-là. Puis quand on ajoute de l'amidon, des grains, on en a encore moins. Une autre façon aussi, là, on parle des ingrédients qui produisent à la base un peu de chaleur, plus ou moins selon l'ingrédient ou un autre, mais il y a un ingrédient qui ne produit pas vraiment de chaleur lorsqu'il est digéré, c'est le gras. Donc, ça peut être une autre stratégie, là, ajouter du gras dans la ration, parce que ça représente vraiment une très bonne source d'énergie, très disponible, le gras. Puis, sa transformation dans le rumen ne crée pas de chaleur là, comme les autres sources d'énergie. Donc maintenant, sachant tout ça, ce qu'on veut, c'est on voudrait adapter maintenant l'alimentation en fonction de la température. Donc, en été, évidemment, on veut réduire la production de chaleur de notre animal. Donc, comme on a vu tantôt, la chaleur d'activité qui est liée au déplacement de nos animaux, qui est liée aux muscles, au travail des muscles, peut être vraiment grandement réduite dans les pâturages. Comment on peut réduire la chaleur d'activité dans les pâturages? Bien, tout simplement en réduisant la grandeur des parcelles. Puis, en diminuant les distances parcourues, évidemment, pour l'accès aux abreuvoirs. Excusez, j'avais pris des notes, il fallait que je les relise. Donc, dans le fond, évidemment que la chaleur d'activité dans les pâturages, les abreuvoirs, c'est vraiment souvent un facteur très limitant là, dans l'accès ou dans la gestion intensive de nos pâturages, mais il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à ajouter des abreuvoirs, dont celle-ci, évidemment. Adapter l'alimentation en fonction de la température, maintenant liée à la chaleur de digestion. Donc, on veut encore réduire la chaleur en été. En parc d'engraissement, ce qu'on peut faire, c'est diminuer le ratio fourrage concentré. Donc, comme on a vu tantôt, les fourrages vont créer plus de chaleur de digestion que les concentrés. Donc, en été, on peut peut-être augmenter un peu les concentrés. Il faut faire vraiment attention parce que les ingrédients qu'on va choisir en parc d'engraissement, quand on pense à une RTM, souvent, ça arrive que l'ingrédient qui part du bunker va déjà être chaud. Donc, si on veut essayer d'augmenter notre portion de concentré, mais on ajoute des concentrés qui sont chauds, il faut faire vraiment attention. Si on veut vraiment avoir un bel effet, il faut que nos ingrédients soient le plus frais possible. Donc, si on ajoute, par exemple, plus d'ensilage de maïs ou on dit notre ensilage, notre foin, ça va être l'ensilage de foin à place, mais il a chauffé dans le bunker, on apporte des ingrédients déjà chauds dans le mangeoire. Fait qu'on n'a pas un bon résultat. Fait que si on veut diminuer le ratio fourrage concentré, il faut faire attention que nos aliments soient le plus frais possible à la base. Utiliser des sources de gras, comme on a vu tantôt, comme apport d'énergie. Ça se fait régulièrement dans les packs d'engraissement. On a des ingrédients là, en vrac là, qui contiennent énormément de gras qu'on peut ajouter à la ration. On peut aller là, jusqu'à 6 de gras total en été. Il faut faire attention parce que c'est vraiment pas long. Ils sont tellement concentrés en gras, ces ingrédients-là, que c'est vraiment pas long qu'on va dépasser ce 6 %-là. À ce moment-là, on vient comme créer une espèce d'huile autour de nos autres ingrédients. Puis, les bactéries du rumen n'auront pas accès là, autant aux nutriments, puis ils ne seront pas aussi efficaces si on dépasse le 6 Donc, il faut vraiment faire attention. C'est une bonne stratégie pour apporter une énergie qui ne créera pas de chaleur, mais il ne faut vraiment pas dépasser le 6 selon nos recommandations. Ajout d'acide propionique comme source d'énergie, mais surtout pour éviter de servir une ration chaude. Donc, l'ajout d'acide propionique, je ne sais pas s'il y a des producteurs laitiers avec nous, là, probablement pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est très commun dans les RTM en production laitière.
on ajoute de l'acide propionique. Personnellement, j'ai fait une étude dans mes débuts chez Optiboeuf, dans un parc d'engraissement, où on étudiait vraiment l'acide propionique versus le lactosérum versus rien d'ajout dans la ration. Puis on mettait la RTM au soleil puis à l'ombre, puis on a vraiment vu un effet très, très significatif avec l'acide propionique pour les rations qui voyaient le soleil. Fait que tous les mangeoires qui voyaient le soleil, qui avaient eu l'acide propionique, montaient beaucoup moins en degrés là, que ceux qui n'avaient pas eu. Puis c'est l'acide propionique qui avait vraiment la meilleure effet. Ce qu'on a vu aussi, c'est installer des panneaux sur des mangeoires extérieurs. Quand je faisais ce même test-là, j'avais des mangeoires où il y avait des panneaux. Il y avait des mangeoires pas de panneaux, puis il y avait des mangeoires avec des panneaux. Puis les panneaux, ça a vraiment fait un bon effet aussi. Là. Ça évite vraiment beaucoup, beaucoup de la ration chaude. Donc, tout ça pour dire que on veut réduire la chaleur de digestion, mais il faut aussi réduire la chaleur de l'ingrédient même là, à la base. En fait, en parc d'engraissement encore, toujours en été, on veut réduire la chaleur de digestion. Dans les parcs d'engraissement ou en semi-finition, partout où on donne une RTM et on calcule la quantité qu'on donne à nos animaux, qu'on pèse nos quantités, qu'on pèse nos rations. Dans les jours, vraiment, quand on voit qu'il y a vraiment des jours, une canicule qui s'en vient ou des jours où il va y avoir une certaine température chaude qui va se maintenir avec une humidité assez élevée, on pourrait réduire de 5 environ, pas plus, les quantités servies pour vraiment aller réduire le phénomène de baisse de consommation. Quand on le voit clairement dans les parcs d'engraissement, quand il y a une canicule, durant et après la canicule, on voit des baisses de consommation très, très, très marquées. Donc, notre animal a continué à manger autant pendant les jours les premiers jours chauds. Ils ont continué à manger autant, puis ils se sont mis à mal filer. Fait que l'acidose est vraiment plus facile à ce moment-là. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse de consommation très marquée les jours d'après. Puis, ce qui est vraiment plus tannant, c'est que c'est très dur à remonter, puis c'est long avant que ça remonte parce que les animaux, ils ont tombé vraiment dans un état où ils n'étaient pas bien. Puis, la baisse de consommation perdure. Donc, pour vraiment aller avant ça, là, pour essayer de prévenir ce phénomène-là, on pourrait réduire déjà de 5 nos quantités servies avant la canicule pour vraiment les empêcher de manger trop, puis après baisser drastiquement là, leur consommation. Servir la ration en soirée ou très tôt le matin, ça, c'est vraiment dans l'idée où quand on va servir notre ration, il faut calculer le moment où il va se mettre à digérer cette ration-là. Donc, si on le sert en soirée ou très tôt le matin, on ne sera pas dans les périodes les plus chaudes où il va se mettre à digérer en même temps. Donc, par exemple, dans les bâtisses en été, le pic de chaleur, il n'est pas à midi, mais il est plutôt à 16 heures. Quand il n'y a plus de vent, puis que la chaleur de la journée puis du soleil, c'est vraiment accumulé dans les bâtisses, c'est vraiment à 16 heures habituellement qu'il fait le plus chaud. C'est sûr, ça dépend de l'orientation de la bâtisse, vous allez me dire, puis tout ça, mais en général, là, c'est vraiment à 16 heures où les animaux ils ont chaud, puis c'est vraiment plus chaud dans les bâtisses. Donc, il faut éviter de faire bouger nos animaux à cette période-là, les faire lever, puis aller les faire manger aussi. Puis éviter qu'ils digèrent aussi dans cette période-là. Donc, il faudrait que ça soit complètement repos, puis pas d'activité là, pour eux là, dans ces périodes-là. Réduire les poids d'abattage durant la saison estivale, ça peut être une idée dépendamment de vos poids d'abattage réguliers. Okay? Ça dépend vraiment de l'entreprise, mais moi, j'en vois qui abat à 1600, 1700 livres. Là. Ça peut être une bonne idée en saison estivale d'essayer de réduire le nombre d'animaux qui est abattu à ce poids-là parce que c'est eux qui vont souffrir le plus des chaleurs avec la couche de gras qu'ils ont puis la musculature, mais aussi c'est que leur performance diminue énormément de toute façon. Donc, il n'y a pas d'avantage là, à amener nos animaux à un tel poids là, durant la saison, les périodes plus chaudes. Maintenant, en pâturage, en été, on veut aussi réduire la chaleur de digestion. Comment on peut faire dans nos pâturages pour réduire la chaleur de digestion? On se dit,
je lâche mes animaux, ils sont dans un champ, tu sais, c'est pas moi qui les nourris, ils se nourrissent avec ce qu'il y a dans le champ. Ben, en fait, peut-être que on peut essayer de maximiser la qualité de l'alimentation en pâturage. C'est-à-dire, essayer d'aller chercher, de bien planifier notre gestion puis notre roulement de parcelles pour essayer d'avoir le moins possible de parcelles avec du foin très, très mature. La gestion des plantes fraîches dégage moins de chaleur dans l'animal que la gestion d'un foin sec. C'est ce qu'on a vu tantôt dans notre petit tableau. Donc, si on amène toujours nos animaux on est en retard dans notre rotation. Donc, on arrive toujours dans des parcelles où les plantes sont très matures, sont devenues très fibreuses. C'est sûr que là, l'animal va avoir plus chaud à consommer ça que si on a une bonne rotation, puis on est capable de garder euh, des plantes jeunes dans notre rotation, dans nos pâturages. Maximiser la durée de l'alimentation au pâturage, ben, en fait, c'est simple comme de ne pas amener des balles rondes. Les balles rondes qu'on amène au pâturage, habituellement, c'est souvent du foin sec. Donc, si on se dit, bon, j'ai travaillé beaucoup dans les plans de pâturage, puis on se disait, dans les périodes les plus chaudes ou les canicules ou les sécheresses, peut-être qu'il faudrait faire du bale grazing ou aller nourrir nos animaux, donner une pause à nos pâturages. Mais on va aller nourrir nos animaux habituellement avec du foin sec. Fait que s'il fait super chaud, trop chaud pour nos plantes, mais on va aller donner du foin sec à nos animaux, bien, eux autres aussi vont avoir chaud. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de recette miracle dans tout ça. C'est juste d'être conscient des décisions qu'on prend. Donc, si on est capable de se garder une parcelle avec d'avoir plus grand pâturage pour essayer de maximiser notre durée, notre saison de paissance, maximiser la durée de nos passages dans nos pâturages, on va vraiment limiter là, le besoin d'aller nourrir avec des balles rondes. C'est sûr, ça dépend toujours de la saison, là, mais de garder ça en tête quand même. Là. On veut donner un break à nos plantes parce qu'il fait chaud, mais il faut essayer de protéger nos animaux aussi. Donc, apporter les ingrédients en fonction de la température. Maintenant, ben, l'eau, il faut en parler, il faut toujours donner un petit peu d'informations, des petits rappels. Je vous apprendrai rien là, en disant que l'eau est extrêmement importante dans les stress thermiques, surtout en été. Il y a une étude qui était vraiment assez impressionnante là, qui montrait là, qu'en parc d'engraissement, selon cette étude-là, les animaux avaient consommé 87 plus d'eau comparativement à la saison hivernale. Donc, ça peut vraiment monter très, très, très haut les besoins en eau. Donc, il faut garder toujours en tête dans les parcs d'engraissement d'avoir vraiment un bon débit, une bonne disponibilité d'eau. Avoir des compteurs d'eau, c'est vraiment des bons indicateurs aussi. Puis, dans les pâturages, avoir assez d'abreuvoirs, là, je me répète, mais c'est vraiment, vraiment, ça fait vraiment une grosse différence. J'ai même des producteurs qui s'étaient dit, durant 2 mois de l'été, je vais essayer de laisser même 2 abreuvoirs par parcelle. Comme ça, il n'y a pas de compétition qui se fait. Puis, c'est clairement quelque chose qui va paraître sur le gain des animaux, puis sur la santé. Mais aussi, elle va servir à se refroidir. Donc, l'animal qui est vraiment en stress thermique, comme on a vu dans notre définition au début, l'animal n'est pas capable, quand on est en stress thermique, c'est l'animal n'est plus capable de gérer, de réguler sa propre température. Donc, tous les moyens ne sont plus bons, là. Par exemple, d'aller se coucher, d'aller à l'ombre ou s'il y a de l'ombre dans les pâturages, des fois, c'est plus difficile. Ces moyens-là ne suffisent plus pour vraiment sortir la chaleur qui est en trop. Donc, la première chose qui va servir comme agent refroidissant, ça va être l'eau. Donc, ça va être vraiment important de le garder, de garder en tête que notre eau doit être la plus fraîche, la plus froide possible. Encore là, en pâturage, il y a beaucoup de... Quand on ajoute des abreuvoirs, quand on se refait des nouveaux systèmes d'eau, des nouveaux systèmes d'abreuvoirs, on va dérouler du tuyau, dérouler du tuyau, dérouler du tuyau. Est-ce qu'on l'enfouit? Est-ce qu'on l'enfouit pas? Ça a été des grosses questions dans nos projets pâturage cet été.
Il y en a qui préféraient l'enfouir. Puis l'avantage qu'il va avoir quand c'est enfoui, c'est que le soleil ne plombe pas sur le tuyau, puis l'eau va rester vraiment plus fraîche. Après ça, il y a un bris, une fente dans le tuyau, là, on la cherche plus longtemps. Mais il y a d'autres producteurs qui ont dit, moi, je vais le dérouler, je vais le laisser à la surface, mais on le laisse vraiment en dehors des lignes, des clôtures électriques, puis on laisse les plantes pousser par-dessus. Puis à ce moment-là, on crée de l'ombre par-dessus notre tuyau, puis ça fait vraiment une bonne différence. À l'inverse, ceux qui ont mis le tuyau vraiment en dessous de la broche électrique, ou qu'il n'y avait pas possibilité que ça soit remblayé par des plantes ou quoi que ce soit, l'eau devenait très, très chaude. Donc, à ce moment-là, on s'entend là, qu'un animal qui va aller boire pour se refroidir, en plus de s'hydrater, là, on part avec une prise. Un autre petit tableau vraiment intéressant que je trouvais là, pour sensibiliser vraiment aux consommations, aux besoins en eau, là, c'est tiré d'une présentation de Bernard Doré l'année passée ou il y a 2 ans, là, Oh, dévoile-moi tes secrets. Il avait vraiment donné des bonnes règles du pouce. Donc, en bas de 15 degrés, pour chaque 100 livres de poids d'un animal, il faut compter environ 4 litres par jour. En haut de 25 degrés, pour chaque 100 livres de poids d'un animal, il faut compter 8 litres par jour. Il faut savoir aussi que les vaches qui sont allaitantes vont avoir 2 fois plus de besoin en eau que les vaches taries. Puis, si on n'a pas un bon système d'eau, mais si on n'a pas un système qui est autosuffisant, il faut aller porter de l'eau. Si on va la transporter aux 2 jours, on a une baisse de consommation d'eau de 25 %. Donc, ça vous donne une bonne idée là, des besoins. Maintenant, en hiver, on avait dit qu'on veut réduire la chaleur produite par la digestion puis par l'activité en été, mais en hiver, on pourrait avoir avantage à l'augmenter. Donc, on pourrait aider nos animaux à se réchauffer. Donc, en assurant évidemment une bonne quantité d'énergie à nos animaux. Il faut vraiment savoir nos ingrédients, qu'est-ce qu'ils contiennent, puis il faut vraiment ne jamais limiter l'énergie qu'on va donner à nos animaux. Pour les vaches de boucherie, on se dit toujours, c'est le foin que j'ai, c'est ce qu'ils vont manger, mais il faut quand même avoir un bon foin de qualité, dépendamment où sont hivernés. Foin de qualité parce que la digestion, comme on a vu, du foin va créer de la chaleur dans l'animal. Attention à l'énergie dans le foin, si elle est trop faible, on doit ajouter du grain. L'énergie dans le foin, elle peut être très bonne comme elle peut être très faible. Mais c'est quand on le regarde à l'œil, ça peut être plus ou moins facile là, à dire comme ça. Pour les bouvions en parc d'engraissement, la ration est déjà énergétique, on s'entend. Fait qu'il va être quand même important d'apporter une bonne quantité de fibres effectives parce que on veut aussi ralentir un petit peu le transit pour que la fibre fasse son effet et crée de la chaleur de digestion. À mon avis, à moi, les aliments doivent être donnés à volonté durant les périodes froides pour tous les animaux. Personne ne devrait être rationné durant les périodes froides, dépendamment de l'état de chair, c'est sûr, mais règle générale, janvier, février, normalement, ça devrait pouvoir consommer comme ils ont besoin. Maintenant, la dernière question qu'on vous pose ce soir, analysez-vous le foin donné à vos vaches de boucherie? Super. Donc, 55 n'analysent pas le foin des vaches et 45 le font. Donc,
évidemment, comme on disait, si on veut apporter de l'énergie à nos vaches durant l'hiver, il faut vraiment au préalable avoir une idée de ce qu'on leur sert. Je suis d'accord que probablement, vous allez avoir souvent les mêmes champs qui vont être récoltés pour donner aux vaches. Fait on peut le faire une année puis pas le faire l'année d'après si jamais. Mais encore là, je pense qu'une fois de temps en temps, vraiment aller analyser le foin qu'on donne à nos vaches pour savoir, par exemple, si on est proche de. Il y a des analyses de foin sec qui ressemblent quasiment à de la paille, là. Fait que, on n'a vraiment pas beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a de la fibre, mais on nourrit pas assez la vache qui est vraiment en stress thermique de froid. Donc, moi, je vous le conseille là, vraiment qu'on analyse les foins qu'on donne le foin qu'on donne aux vaches, pas juste celui aux veaux. Puis, juste pour votre gestion aussi dans vos récoltes de vos champs, puis dans vos décisions quand on renouvelle là, des champs, ça peut vraiment être pratique de voir d'avoir l'ensemble de ce que vous récoltez là, à l'aide d'analyse. Donc voilà, en conclusion, se rappeler que l'animal crée de la chaleur par ses déplacements, son métabolisme et la digestion de ses aliments. En été, on va chercher à réduire cette production de chaleur-là. Donc, on peut on peut réduire nos ratios fourrage concentré. On peut aussi, en pâturage, réduire la grandeur de nos parcelles. Juste une petite parenthèse avant que j'avais oublié de le mentionner tantôt, là, mais cet été, dans nos journées pâturage, on a fait des petits tests. J'avais acheté un thermomètre là, comme on se sert en construction pour voir les pertes de chaleur dans les maisons, là, mais c'est vraiment un petit thermomètre chez Canadian Tire qui est vraiment très efficace. Puis c'est ce que je me servais aussi dans les rations, là, puis dans les bunkers pour évaluer les températures. Puis durant notre journée de pâturage, ben, on avait accès à des parcelles avec beaucoup d'herbes, des parcelles qui avaient plus beaucoup d'herbes, puis une espèce de boisé à l'ombre. Cette journée-là, il faisait 21 degrés Celsius dehors. Vraiment une journée très confortable, puis il y avait un soleil. Puis quand on pointait dans l'herbe fraîche, qui avait quand même un bon couvert végétal, on était à 19 degrés. Quand on pointait à l'ombre dans notre petit boisé, là, on était à 16 degrés. Puis quand on pointait dans la parcelle où ça avait été comme rasé un petit peu trop, puis on voyait le sol. Ça peut vraiment être un bon indicateur pour vous, là. À la minute qu'on voit le sol, ben on pointait, puis on montait à 26 puis 28 degrés. Donc, entre la petite parcelle qui avait de l'ombre et la parcelle qui avait été trop mangée, on avait plus que 10 degrés de différence. Donc, juste cette notion-là, il faisait pas chaud, dehors, il faisait 21. Donc, on est vraiment capable en gérant là, vraiment nos déplacements, notre ombre, puis le couvert végétal qu'on laisse dans nos parcelles, on est capable vraiment d'apporter de l'aide à nos animaux pour qu'ils puissent évacuer ou se rafraîchir. En hiver, on cherche à profiter de cette chaleur. Donc, comme vous avez vu, les ingrédients qui produisent la chaleur dans l'animal, on peut vraiment optimiser là, l'utilisation de ces ingrédients-là pour réchauffer nos animaux. Donc, les petits rappels importants aussi, faire des analyses de foin pour connaître les teneurs en énergie. Avoir quelques options aussi dans nos rations, donc des grains, des sous-produits, peut-être se faire une autre petite production d'avoine si vous n'en faites pas, pour essayer vraiment d'avoir des options, un jeu pour aller complémenter puis bien balancer les rations qu'on donne à nos animaux. Puis faire appel, évidemment, là, aux besoins à des nutritionnistes pour nous aider à savoir ce qu'ils contiennent, nos ingrédients, à les analyser, puis à vous interpréter les résultats, mais aussi à bien vous guider là, selon les besoins des animaux.